Bon, Monsieur Libama, bonjour. On ne vous présente plus. On sait que vous êtes un grand syndicaliste gabonais. Vous êtes actuellement en tournée en Europe. Alors, j'aimerais vous poser la question tout simplement en citoyen gabonais. Pour nous qui sommes dans la diaspora, qui sommes à l'étranger, votre avis en tant que simple citoyen gabonais, qu'est-ce qui se passe actuellement au Gabon? Quelle est la situation du pays générale, la situation générale du pays? D'ailleurs, je vous remercie d'abord de m'accorder cette interview à Bruxelles. La situation au pays est une situation sans précédent. C'est une crise qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle, de multisectorielle. C'est une crise qui touche tout le pays. Alors, cela se manifeste par un mal-être et un mal-vivre généralisé. Et le corollaire de tout ça, c'est que vous avez des grèves dans pratiquement tous les secteurs de la République. Et cette situation amène des mouvements. Alors donc, le pays est sur répondeur, le pays est bloqué, le pays est en panne. Et les mouvements que nous avons à l'heure actuelle au niveau du pays ont vocation à construire un rapport de force pour contraindre le gouvernement. Venons-en justement à ces mouvements. Vous qui êtes, je crois, l'une des personnes à la tête de ces mouvements, faites-nous un peu la genèse de ces mouvements, les mouvements sociaux qui se passent actuellement, les mouvements des syndicalistes. Bon, comment en est-on arrivé là? Mais c'est tout juste la malgouvernance, l'agir du gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement ont une marque de fabrique. C'est les promesses, c'est les effets d'annonce, c'est des maquettes. Le président de la République, je vous rappelle, avait dit « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Or, sur le terrain, nous constatons autre chose. Vous allez voir par exemple que au niveau par exemple de l'éducation, le président de la République avait fait des promesses lors de ses différents discours qu'il devait construire un certain nombre d'établissements, un certain nombre de salles de classe. Rien de cela. Au niveau de la santé, pareillement, récemment, il a promis, lors de son discours du 31 décembre, il avait promis, à la veille, il avait promis de mettre en place, dès janvier, un nouveau système de rémunération. Malheureusement, à notre grande surprise, le 25 janvier, aucun fonctionnaire n'a vu une augmentation des salaires. Parce que pour la dynamique unitaire, un nouveau système de rémunération impliquait inéluctablement l'augmentation du point d'indice, l'augmentation du SMIC et l'augmentation de la valeur du point d'indice, chose qui n'a pas été faite. Les gouvernements nous ont déjà promis l'opération rappel zéro. Or, vous savez qu'aujourd'hui à Libreville, il y a encore des problèmes de rappel. Le gouvernement avait promis de payer les bourses de nos élèves. Or, aujourd'hui, les élèves des collèges et des lycées ont des arriérés de salaire de 2 trimestres de l'année dernière. Et là où je vous parle, le gouvernement nous doit déjà encore un trimestre de la prime d'incitation à la performance. Si vous prenez par exemple les promesses du chef d'État, ils avaient promis liquider un peu la dette intérieure. Vous savez que la dette intérieure a 2 composantes. Il y a une composante au niveau des entreprises, il y a l'autre au niveau des citoyens. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Que le gouvernement privilégie la dette des entreprises que la dette des citoyens. Entre les citoyens et les entreprises, qu'est-ce qui est prioritaire? Moi, je crois que le gouvernement devait prioriser les citoyens. Mais on comprend pourquoi il priorise les entreprises. Parce que nos gouvernants sont aussi actionnaires dans ces entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'un Gabonais paye la SCG, par exemple, il paye aussi au pouvoir. Parce que par les dividendes qu'ils perçoivent dans ces entreprises, ils sont obligés de faire la part belle à ces entreprises que je n'ai pas envie de citer ici, nous les connaissons tous, pour ne citer que Veolia, dont on sait que l'actionnariat de cette société, il y a des privés gabonais.
qui sont aussi en même temps des gestionnaires de notre pays. Donc ils privilégient la dette qu'ils ont vis-à-vis de ces entreprises et négligent la dette des citoyens. Donc cet ensemble d'injustices commence un peu à exacerber les Gabonais qui le manifestent chaque jour par des mobilisations ici et là. Donc paradoxalement que ces choses-là ne sont pas faites, hein, nous remarquons que la solidarité est un vain mot. Au Gabon, vous allez voir que, pour ne prendre que le cas de la NAMGES, qui est pour nous une arnaque, vous allez voir qu'on soutire l'argent aux travailleurs modestes que nous sommes et que les fonds de souveraineté, par exemple, qui sont de l'ordre de 10 millions à 100 millions de francs, parfois plusieurs milliards pour certaines institutions, les fonds communs, tout cet argent-là, ne participe pas à la solidarité nationale, ne participe pas à l'assiette au niveau de la CNAMGES. Donc on demande d'un côté des efforts aux normes à ceux qui ne gagnent rien et aucun effort aux privilégiés. Donc, comme je disais tantôt, cette situation des promesses, des maquettes qui ne voient pas le jour entraîne un certain nombre de manifestations. Et même dans le secteur privé, je vous signale que si vous prenez par exemple au niveau de la marina, dont on nous a promis, le Dubaï gabonais, tout est arrêté. Si vous prenez l'axe, ceux qui fréquentent la route La Lopé-Mikouyi, vous allez voir que Hydro chinois a complètement arrêté, si ce n'est arrêté les travaux. Ça tourne au ralenti. On peut prendre tous les chantiers routiers, ont complètement arrêté. L'entreprise chinoise, italienne, qui était en charge du pont de Mayumba, de la route Chibanga-Mayumba, qui a fait les travaux du pont de Kango. L'État doit à cette entreprise aujourd'hui plusieurs milliards de francs CFA. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se trouve notre pays. Et la réponse que trouve le pouvoir en place, c'est l'arrogance qui est exprimée par le porte-parole de la présidence de la République, qui n'a cesse que de menacer les partenaires sociaux. Et autre chose qu'il faudrait ajouter, lorsqu'on nous parle de dialogue social au Gabon, ça n'existe pas. Vous savez que le gouvernement privilégie le dictat social, parce que le dialogue, ça n'existe pas au Gabon. Vous n'allez voir aucun cadre de dialogue au Gabon. Je parle de cadre formel, où les questions sont discutées. Que ce soit au niveau politique, vous savez, si on prend le niveau politique, on pensait que le Conseil national de la démocratie devait être un creuset, devait être un cadre de dialogue social. Or, vous allez voir que le fonctionnement et la composition de ce cadre-là ne favorisent pas des échanges citoyens. Oui, mais on dit aussi que vous prenez vos ordres de l'opposition, des dirigeants de l'opposition gabonaise, et que voilà, ce sont eux qui vous dictent votre calendrier. Mais oui, vous savez que c'est le service de communication de la présidence de la République qui distille ce type d'informations qui ont pour seule vocation de discréditer les problèmes réels que posent les Gabonais, pour distraire les Gabonais sur la qualité non seulement des leaders de l'opposition civile et de l'opposition politique gabonais. Parce qu'au Gabon, le vrai Gabonais doit être Maboul. C'est un Gabonais qui ne se plaint pas. C'est un Gabonais qui ne dénonce pas. Là, vous êtes un Gabonais qui n'est pas instrumentalisé. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'expriment sont instrumentalisés par l'opposition, sinon par Ping. Aujourd'hui, le gouvernement voit Ping partout et nulle part. Pour ne prendre que ma situation, avant que je n'arrive au Gabon, les journaux qu'on appelle à Libreville, les journaux de Cotonou, disaient que j'avais fait un deal avec le président de la République pour demander au président de la République 500 millions de francs CFA, hein, pour ne pas la citer, la griffe. Je demandais 500 millions de francs CFA, sinon il y aurait la grève. Et que mon séjour
en Europe étaient prises en charge par le front de l'opposition. Or, il n'en est rien. Vous savez que je suis en Europe sur invitation d'une association française, Survie, et qui prend entièrement en charge mon séjour en France, parce que j'ai dû faire plusieurs villes en France. Et me voilà aujourd'hui à Bruxelles, sur invitation de mes compatriotes. Donc, c'est une marque déposée, c'est l'évitement, c'est une façon de fuir les vrais problèmes que nous posons. Parce qu'au Gabon, il ne faut pas contester. Mais justement, par rapport aux vrais problèmes que vous posez, revenons-en un peu aux discussions qu'il y a eu à Ngonje. Bon, il y a eu des travaux là-bas à Ngonje. Vous vous êtes mis d'accord sur certains points avec le gouvernement. Alors, où est-ce que ça en est? D'abord, sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Et quel est le suivi? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous savez, comme disait quelqu'un, lorsqu'on ne veut pas résoudre un problème, on crée une commission. Parce que pour construire des salles de classe, on n'a pas besoin d'aller à Ngonje. Pour approvisionner nos centres de santé, on n'a pas besoin d'aller à Ngonje. À Ngonje a été pour le président de la République une façon de botter en touche les vrais problèmes des Gabonais. Parce qu'en syndicalisme, on ne peut pas négocier de tout avec tout le monde et au même moment. Parce que le président dit que toutes les questions sont sur la table. On ne peut pas organiser un forum d'une aussi grande importance sans faire en amont, sans mettre en amont, pardon, un comité préparatoire à ces travaux. On s'est retrouvé à Ngonje avec des syndicats faits de briques et de brocs, pour ne pas dire les syndicats mallettes, et les syndicats cabines téléphoniques. Je veux dire des syndicats qui n'existent que de nom. C'est un syndicat où vous avez à la tête le mari et le trésorier, la femme. Donc on s'est retrouvé dans cette circonstance. Et malgré cela, parce que nous disons au niveau de la dynamique citoyenne, la dynamique unitaire, qu'il faut, si on veut connaître le sexe du serpent, il faut brûler. Donc nous avons répondu présent à cet appel et on est allé pour travailler. Malheureusement, durant ces négociations, le gouvernement a joué aux abonnés absents. A joué un peu, comme on dit dans l'enseignement, faisait un peu l'école missionnaire, était complètement absent. Les experts de la trempe de M. Gandaga ne venaient pas. Or, le ministère de la fonction publique détenait à son sein un audit sur les rémunérations qui avait été fait en 2012. Cet audit devait servir d'élément de travail, de base à cette commission qui était chargée de traiter de la question de la rémunération. Or, ils ont brillé par leur absentéisme. Et à la fin de ces travaux, il n'y a pas eu de plénière d'abord. Les travaux de commission n'ont pas fait l'objet d'une commission. Malgré cela, la commission avait arrêté, pour parler des deux points qui nous concernaient, avait arrêté qu'il fallait augmenter le SMIC, qui devait passer à 300 000 francs. Il fallait augmenter la valeur du point d'indice qui passait à 1500. Il fallait revoir le système de calcul de la retraite, parce que vous savez que la retraite au Gabon, c'est le salaire de base divisé par 3. Nous avons proposé une nouvelle formule de calcul de retraite, parce que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir 1 million de salaires par mois. Et lorsque vous partez à la retraite, vous avez une pension de retraite de 100 000 francs, de 150 000. Nous avons voulu corriger cela. Nous avons voulu ramener aussi le problème des services rendus. Vous allez voir qu'il y a 2 poids 2 mesures. Lorsque vous êtes contractuel de l'État et vous allez en retraite, vous avez les services rendus. Et lorsque vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas on ne vous paye pas les services rendus. Or, nous sommes tous des agents publics. Donc, voilà un certain nombre de choses que nous avons mis à l'appréciation du président de la République. Et malheureusement, une fois encore pour nous, lorsqu'on arrive devant le président de la République, le président commet une erreur monumentale. Il renvoie les syndicats et le gouvernement à aller travailler pendant un week-end. Pour vous penser que Qu'est-ce que ça a donné Mais attends, si pendant plus d'un mois, ils n'ont pas trouvé une porte de sortie, ce gouvernement
qui est composé pour moi des bras cassés. Parce qu'il y a une certaine indigence de ce gouvernement dans leur capacité à traiter des problèmes des Gabonais. Et lorsqu'un problème arrive au niveau du chef de l'État, c'est la dernière personnalité. Il doit arbitrer, il doit trancher sous la base du rapport de la commission. Mais qu'est-ce qu'il fait le président? Il renvoie les gens qui n'ont pas pu trouver une solution pendant un mois, d'aller trouver cette solution pendant un trimestre. Un week-end. Et on a comme l'impression qu'il y a des ministres, il y a certains même responsables de la haute administration qui sont au-dessus du Premier ministre et du Président de la République. Parce que M. Ogandaga convoque à l'issue des travaux, à l'issue de l'arbitrage du chef de l'État, convoque encore une commission sur les rémunérations pendant 6 mois. Cette commission-là devait travailler et nous donner les travaux, des conclusions pendant 6 mois. Mais qu'est-ce qu'on est allé faire à Gondje, pardon. C'était de traiter de cette question. Et nous avons refusé d'aller travailler encore au niveau de la fonction publique sur cette question. Je fais un parallèle entre les deux présidents. À l'époque, lorsque le président, un problème arrivait au niveau du chef de l'État, il tranchait. Il ne renvoyait pas aux commissions. Parce que c'est la dernière personnalité. Si un problème arrive au niveau du président de la République, ça veut dire que les ministres ont échoué. Ça veut dire que le président de la République le Premier ministre a échoué. Après le président, il n'y a personne au-dessus. Malheureusement, il renvoie encore au niveau des bras cassés pour traiter... mais en fin de compte, on constate qu'il y a un enlisement sur le terrain. Ben, qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain maintenant? Non, parce qu'en fait... Sur le Front social, quelle est la situation actuelle maintenant? Le Front social, d'abord, il n'y a pas un gouvernement pour régler les problèmes. Il n'y a pas une... En fait, il n'y a pas une compétence en matière de négociation. Et quand vous voyez le gouvernement, ce n'est pas une équipe. Vous avez une juxtaposition des hommes et des femmes. Il n'y a pas une dynamique, il n'y a pas une équipe en ce moment. Parce que lorsque vous discutez avec le ministre des Finances, il vous dit autre chose. Vous discutez avec le ministre de la Fonction publique, il vous dit autre chose. Et parallèlement, le travail des membres du gouvernement est court-circuité par le cabinet du président de la République et ses conseillers, qui font office d'un gouvernement bis et qui semblent être plus forts même que les ministres et le Premier ministre. Parce que le gouvernement est à la remorque de l'entourage du président de la République. Vous allez voir, par exemple, les négociations enfin, une rencontre que les syndicats ont eue avec certains membres du gouvernement au niveau de la fonction publique, ce qui avait donné un peu la proposition du gouvernement de proposer une augmentation de 18% d'augmentation à partir du salaire brut, sur tous les fonctionnaires. Et ça avait pour conséquence la suppression de la prime d'incitation à la performance, ce dont nous avons refusé. Parce que pour nous, la prime d'incitation à la performance est déjà un acquis. On ne peut pas utiliser cet argent-là pour dire qu'on a fait l'augmentation avec cet argent-là. Pour nous, l'augmentation veut dire que l'acquis plus quelque chose au-dessus. C'est ça l'augmentation. Mais si on transforme l'enveloppe qui est consacrée à la PIB comme augmentation, ce n'est pas une augmentation pour notre part. Vous allez voir par exemple que dans ces négociations, le secrétaire général de la présidence, qu'est-ce qu'il a venu faire un travail quand le gouvernement négocie? Que vient faire le secrétaire général de la présidence dans une négociation du gouvernement? Or, les conseillers du président de la République se mêlent de tout et de manière maladroite. Donc, nous sommes dans une situation là où ce qu'il ne faut pas faire est plus facile à faire que ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, comment vous voyez la suite des événements? Quelles sont les perspectives sur le Front social actuellement au Gabon? De mon point de vue, en tant que syndicaliste et citoyen, je dis aux gens que les rapports humains sont avant tout les rapports de force. Et que nous n'aurons rien si nous ne construisons pas un rapport de force nécessaire pour contraindre le gouvernement à répondre à ses engagements. Parce que le problème qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas les revendications. Ce sont le gouvernement a du mal à répondre à ses propres engagements. Parce qui a dit qu'il va construire 5000 logements, ce n'est pas les syndicalistes
Qui a dit qu'il va donner la prime d'incitation à la performance? Ce n'est pas les syndicalistes. Qui a dit qu'il va construire 400 salles de classe? Ce n'est pas les syndicalistes. Qui a dit qu'on devait avoir, aujourd'hui, devait avoir des rappels? Le gouvernement nous avait dit, dès janvier 2014, nous devions avoir opération rappel zéro. C'est le gouvernement. Qui a dit qu'il devait donner des postes budgétaires à nos camarades du pré-primaire qui ne touchent aujourd'hui que 80 000 francs CFA, c'est-à-dire qu'ils ne vivent qu'avec 2 000 francs. C'est le gouvernement. Donc le gouvernement a du mal à appliquer ses propres engagements. Nous ne demandons pas autre chose, ni plus ni moins, que ce gouvernement respecte ses engagements. Et nous disons que pour que ça puisse avoir lieu, la solution, et je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, la solution ne se trouve pas dans nos bureaux. La solution ne se trouve pas dans nos salles de classe. La solution ne se trouve pas dans nos ateliers. La solution pour notre pays se trouve dans la rue. Vous allez voir que s'ils sont grands, c'est parce qu'on est à genoux. Si on se lève, vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi grands que cela. Et pour cela, nous avons un devoir de conscientiser les uns les autres. Comme disait Jean Jaurès, il n'y a révolution que là où il y a conscience. Et aujourd'hui, je remarque avec une certaine fierté que les Gabonais commencent à prendre conscience de cette situation. Parce que l'expression « on va encore faire comment » est en train de disparaître. Enfin, il faut que ça change. Et le changement, c'est maintenant. Personne ne viendra faire. Le Gabon a notre place. Et comme disait Grégory Ngouaminta, qui est pour moi le leader charismatique de la société civile gabonaise, il disait toujours, personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Notre ennemi à tous, c'est la peur. C'est la peur. Mais notre allié, c'est notre détermination à changer les choses. Et personne ne va réussir seul. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, une cohésion de tous ceux qui veulent que les choses bougent. Parce que nous avons touché le fond. Quand vous avez aujourd'hui des provinces qui étaient considérées comme des bastions du PDG, sont aujourd'hui des fers de lance de cette détermination. Quand vous voyez les hôpitaux, au niveau de certaines provinces comme le Haut-Ogooué, quand vous voyez Amissa Bongo faire 1 mois, 2 mois sans travailler, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous voyez des collèges comme à Okonja fermés hermétiquement, dont les proviseurs ont été démis de leurs fonctions en raison de la fermeté de la grève dans ces localités, vous comprenez que le Gabon d'aujourd'hui n'est pas le Gabon d'hier. Donc, nous devons nous lever parce que nous n'avons pas un pays de l'échange et que c'est la terre de nos ancêtres et nous avons l'obligation de sortir ce pays de ce marasme, de cet état de décrépitude. Parce que tout va à volo. Je reviens encore sur la situation de l'éducation. Je pose la question aux Gabonais. Dites-moi, l'école pré-primaire, primaire, secondaire, enseignement technique, université, institut de recherche, conçu par Ali Bongo. Quand on voit parallèlement que des pays comme la Côte d'Ivoire, là où il a Alassane Ouattara, il a déjà conçu 4 universités. Allez-y voir à côté à Guinée équatoriale. Et nous apprenons avec tristesse que le Gabon a obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. D'un côté, le gouvernement nous dit, le président de la République, il n'y a pas assez d'argent. Le prix du pétrole a baissé. Nous n'avons pas d'argent pour répondre à toutes les demandes des syndicats. Or, ce ne sont même pas les demandes. En fait, ce qu'il veut dire que nous n'avons même pas l'argent pour faire nos engagements, pour réaliser nos engagements. Mais ils trouvent l'argent pour organiser la CAN. Ce qui montre la suffisance que nous avons beaucoup d'argent. Et c'est un facteur, c'est un mobile pour dire aux Gabonais que l'argent existe bel et bien dans notre pays. S'il y a l'argent pour organiser la CAN, il y a l'argent aussi. Il doit y avoir l'argent aussi pour tirer les salaires vers le haut.
Parce que... Et construire des classes, des salles de classe. Exactement. Des écoles. Exactement, parce que quand vous voyez tout ce combat que nous sommes en train de faire, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Gabonaises et des Gabonais. C'est tout ce que nous demandons. Donc, la solution, c'est le rapport de force. Il n'y a rien d'autre. Et c'est le seul langage que le gouvernement comprend. Je n'ai jamais vu ce gouvernement, de son propre chef, décider d'améliorer les conditions des Gabonais. Ça a été toujours fait sous la base d'un rapport de force. Et que ce n'est pas les négociations, ce n'est pas les commissions qui vont amener des solutions au Gabon. Et quand vous voyez même le problème dans le fond, je vous le dis même en tant que citoyen, que le déblocage de la situation politique est une condition sine qua non à l'aboutissement des revendications. Parce que de quoi il est question? C'est des politiques publiques. Parce que nous n'avons pas une politique publique en matière d'éducation. Parce que nous n'avons pas une politique publique en matière de santé, en matière d'habitat. Ce n'est pas les revendications qui vont résoudre ce problème-là. Mais c'est la mise en place des politiques publiques. Et je vois les gens nous accuser et souvent dire, vous faites maintenant de la politique et autres. Mais je dis aux uns aux autres que les syndicats sont des acteurs politiques. Et comme disait le ministre, l'ancien ministre français de la coopération, Jean-Pierre Cotte, il disait que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Si on ne s'occupe pas des problèmes politiques, si on ne s'occupe pas de la politique s'occupera de nous. Et comme disait Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place des politiques publiques sans consulter les principaux bénéficiaires. En d'autres termes, ça voudrait dire quoi? Si nous participons à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques, nous devenons automatiquement des acteurs politiques. Et des gens racontent n'importe quoi. Sur Internet, c'est plus le syndicalisme que je fais, c'est la politique que je fais. Mais je dis aux gens que le champ politique, pardon, le champ syndical est à la lisière du champ politique. L'école dont nous parlons, c'est d'abord une question politique. Vous pouvez parler du changement de l'école, une autre école, et dites que vous ne faites pas la politique. C'est ça la politique. La politique, c'est le changement. Lorsque vous voulez le changement, vous êtes dans la politique. Donc, je n'ai pas peur qu'on me qualifie d'acteur politique. Parce que les questions que le syndicat, depuis la Renaissance, travaille toujours dans le champ politique. Justement, par rapport à la politique, il me semble que les acteurs politiques au Gabon, opposition, majorité et tout le reste, ne discutent pas ensemble. Enfin, ils se regardent, comme dit l'expression, en chien de faïence. Qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté-là? Non, moi je crois qu'on fait un mauvais procès à notre opposition. C'est une opposition composée des hommes et des femmes rompus à la gestion des affaires de l'État. Je dis même que c'est une chance de notre opposition d'avoir des hommes et des femmes de ce calibre. Et ça fait peur à ceux qui sont en face, parce qu'ils connaissent ce qu'il y a en face. Et pour amoindrir leur qualité ou leur effet sur les populations, on les diabolise. Vous pensez que des personnalités de la trempe de Ping, qui a été longtemps au cabinet du défunt président, ministre de la République, président de la Commission africaine. Et l'Assemblée générale des Nations Unies. Et l'Assemblée générale des Nations Unies. Honnêtement, vous allez venir me dire aujourd'hui qu'il ne vaut rien, qu'il n'a pas d'idée pour son pays, etc., etc. Vous allez dire donc comme Casimiro, ils sont nombreux, je n'ai pas envie de citer tout le monde. Un monsieur comme Miboto. Non, moi je crois que ce sont des ragots qu'on raconte. Moi je crois qu'il y a plus de problèmes. Parce que qu'est-ce que vous assistez aujourd'hui? Nous qui regardons un peu le monde politique au Gabon. Mais vous voyez que
ça démissionne tous les jours plus du côté du PDG que qu'au niveau de l'opposition. Et je ne sais pas pourquoi on fait le procès à ces gens-là. C'est vrai qu'à un certain moment, ils ont cheminé dans le cadre du PDG, quand ils ont trouvé que le PDG ne défendait plus assez bien les intérêts de la République, ils ont décidé de couper les amarres et de partir. C'est salutaire. On dit qu'ils ont faim. Vous pensez qu'ils ont faim? Vous pensez qu'un homme comme Ping, un homme comme Iboto, un homme comme Casimiro Yemba, le Premier ministre Yegendong, vous pensez qu'ils ont faim? Donc moi je crois que c'est la diversion. Et la panique et la peur aujourd'hui, il me semble, a changé des camps. Parce que toutes les marches que vous voyez à Libreville, moi-même on m'appelait depuis Libreville, mais c'est le t-shirt et les 5000 francs. Toutes les mobilisations du camp du pouvoir n'est que la résultante de la corruption. Parce que la corruption dans notre pays est une pandémie. Je vous donne seulement un exemple que notre pays dépense, disons, perd chaque année, en termes de corruption, plus de 350 milliards de francs CFA. Et que la lutte contre la corruption n'a jamais été le cheval de bataille de ce pouvoir. Vous voyez, je vous dis qu'il y a plus de 2 ans, nous avons mis en place la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Nous avons pu faire cette stratégie grâce à un partenariat gouvernement gabonais et le PNUD. Mais jusqu'à présent, il y a même de l'argent que nous avons dégagé dans chaque loi de finances pour cette stratégie. Mais on n'a jamais mis en place le comité de pilotage, les comités de coordination. La société civile a déjà, par exemple, proposé ses membres. Je vais, un exemple, vous avez, dans la lutte contre la corruption, vous avez des organismes. Vous avez d'un côté la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement. Vous avez de l'autre côté l'Agence nationale des investigations financières, l'ANIF. Mais depuis qu'on a mis en place, il peut y avoir des dossiers. Mais aucun dossier n'a connu un épilogue. Malgré les dossiers déposés au niveau du parquet ou du tribunal pour donner suite, parce qu'ils ont un rôle de monter les dossiers, mais en fait au finish, il revient au tribunal de lancer les poursuites. Mais il n'y a pas eu de poursuite. Donc on n'a pas l'impression, nous sommes convaincus qu'il y a une collision entre le pouvoir, la justice et les organes, les organismes en charge de traquer la corruption et le blanchiment des capitaux. J'étais récemment, avant que je n'aie l'interdiction de quitter le territoire, j'étais au Cameroun, mais j'ai eu à échanger avec les responsables de la lutte contre la corruption. On va vous dire chaque année que par le travail de ces organismes, on a fait gagner à l'État tant de milliards de francs chaque année. Donc, nous sommes, comme je disais tantôt, un pays là où ce qu'il ne faut pas faire est plus facile à faire que ce qu'il faut faire. Bon, mais par rapport à la diaspora, dans tout ça, quel rôle la diaspora peut-elle jouer? Moi, tout ce qui se passe actuellement. Moi, je veux d'abord féliciter la diaspora pour le travail que fait la diaspora, partout là où elle se trouve. Parce qu'aujourd'hui, nos gouvernants ont du mal à circuler à l'extérieur. Lorsqu'ils apprennent qu'un membre du cabinet présidentiel ou le président lui-même se trouve à tel endroit, ils organisent des manifestations. On voit tout le travail que fait la diaspora dans les réseaux sociaux. On voit tout le travail de lobbying que fait la diaspora. Ce n'est secret pour personne. Les contacts que j'ai pu avoir au niveau, ou que je vais avoir au niveau des syndicats, au niveau de la France et au niveau de la Belgique, ont été faits grâce à la diaspora gabonaise. Et cette diaspora en souffre longuement. Vous pensez que ces Gabonais qui sont à l'étranger, quand ils apprennent que leurs parents, leurs petits frères n'apprennent pas, lorsqu'ils apprennent que les Gabonais ont été gazés, vous pensez qu'ils dorment bien? Donc ici et là, on voit la diaspora s'organiser
se mobiliser pour leur pays et essayer de les aider. Donc ce que je dis à la diaspora, c'est vraiment de s'unifier. Nous n'avons qu'un seul pays. Hein, de dire à la diaspora que le Gabon aujourd'hui, on est un peu comme en France, dans la période 39-45. Il n'y en avait plus de partis politiques, il n'y en avait plus de syndicats, il n'y en avait plus des associations. On était tous considérés comme des résistants. Et je crois que les Gabonais aujourd'hui devaient se considérer tous comme des résistants. Parce que quand un pays est pillé, est volé, est spolié, comme il est en train de se faire à l'heure actuelle, on devait taire nos différences. De majorité et autres, on devait tous s'appeler des résistants. Et goûter cela en touche. Donc la diaspora a ce rôle-là. La diaspora aussi doit s'organiser, essayer de voir un peu sous quelle forme elle peut aider tous les acteurs qui se battent au pays. Pour voir, et quand je dis les aider, ce n'est pas forcément par l'argent. Hein. Le soutien doit être multiforme. Hein. Ça peut être aussi de la réflexion. Parce que nous sommes arrivés à une situation où le pays est bloqué. Et pour que nous passions à une autre étape supérieure, il faudrait un peu d'organisation. Il faudrait un peu de méthode. Il faudrait de la cohérence dans nos actions, qui sont toutes bonnes mais disparates. Donc il y a une nécessité, si on veut encore avancer, il y a nécessité aujourd'hui d'harmoniser, de coordonner nos actions pour que ça puisse faire mal. On dit chez nous, nous qui sommes un peu des pays du sable, on dit lorsque vous pissez et que vous voulez faire de la mousse, hein, il faut pisser au même endroit, sur le sable. Et vous allez voir que ça va faire de la mousse. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui d'unir nos forces. Il faut d'abord taire ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et aujourd'hui, il n'y a plus telle et de telle région, telle et de telle province, tel et tel parti politique, telle et de telle association, tel le petit... Non, nous sommes des Gabonais. Et nous sommes tous spoliés. Même dans les forces de l'ordre, figurez-vous, il m'arrive de discuter avec nos frères qui sont dans les casernes, parce qu'ils ne sont pas dans les casernes. Ils vivent les mêmes situations dans les quartiers. Ils me disent, monsieur Libaman, nous sommes avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Et nous vous soutenons. Sauf que nous ne pouvons pas faire comme vous. Donc vous voyez que le peuple est unanime, mais le pouvoir veut utiliser les vieux clichés, les vieux démons pour diviser. Parce que lorsque vous êtes à Libreville, chers compatriotes, quand vous êtes dans les quartiers, j'habite Nsengayong, du côté de Dragage, nous avons les coupures d'eau, les coupures d'électricité. Mais il n'y a pas l'électricité, les coupures pour les uns, la lumière pour les autres. Nous buvons dans les mêmes bars, nous draguons les mêmes femmes, on fait les mêmes... Il n'y a jamais Fangubakota, Njebi, il n'y a pas ça. Mais dès qu'il s'agit des questions concernant la gouvernance, des questions politiques, surgit le repli identitaire. Et moi-même, j'en suis la première victime. Vous savez que j'ai une interdiction de quitter le territoire pour la simple raison que ma proximité avec des compatriotes qui ne sont pas de la même ethnie que moi. Parce que étant du même coin que le président de la République, génétiquement et naturellement, je dois soutenir mon frère Ali, même si ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, la diaspora, je disais, le fait qu'ils soient en Europe, ils doivent tirer profit de ce qu'ils sont en train de voir ici pour nous aider à être comme ces pays-là, c'est-à-dire à être des démocraties. Et donc, organisez-vous, hein, dépassez le cadre de vos associations pour faire en sorte que nous puissions arriver. Mais il nous faut des propositions. Il nous faut des propositions. Il nous faut des propositions. Ça veut dire qu'il y a un apport aussi intellectuel, parce que aussi nous avons un problème avec certains de nos intellectuels, avec notre élite, qui est un peu en marge du combat. J'invite les universitaires, je fais un clin d'œil avec les universitaires. Nous avons des cadres de très haut niveau ici dans la diaspora gabonaise. Donc ils doivent mettre à contribution
leur expertise au service du combat. Et nous sommes ouverts à toutes les propositions, y compris les critiques internes. Ne faisons pas l'économie de la critique interne. Je vois certains sont frileux au niveau soit de la société, des partis politiques, sur des critiques. Moi, je crois qu'il ne faut pas refuser la critique. Elle est bénéfique. Et quand elle vient de la diaspora, elle est bonne parce que la diaspora a cet avantage d'être loin. Donc, a un regard objectif sur ce qui se passe au niveau de notre pays. Autre chose que je voudrais ajouter à la diaspora, c'est de faire comprendre à la diaspora qu'elle a un rôle très important. Pour la simple raison que nos gouvernants s'en foutent de ce qui est fait ou de ce qui est dit dans la presse nationale ou ce qui est fait au Gabon. Ils s'en foutent. Mais ils sont très attentionnés à leur image à l'extérieur. Vous avez vu, quand le pays a écrit quelque chose, ça les fait mal. Et pourtant, M. Bengon-Bessi avait déjà dit ça. Ça n'émeut personne. Mais quand c'est dit par un Français, ça fait quelque chose. Lorsque les Gabonais apprennent que y a un proche du président de la République qui est dans un hôtel et vont manifester devant cette hôtel-là, ça a plus d'impact que même une marche organisée par les élèves au Gabon. Donc, les actions qui sont posées ici, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington ou à New York, sont très importantes parce que nos dirigeants ont plaisir à venir pavaner, à venir dépenser leur argent dans ces capitales que dans notre pays. Donc, là où ils se cachent, il est bon d'insister sur le rôle important de la diaspora. Quand vous voyez les hommes politiques ou le pouvoir en place est très sensible à leur image à l'extérieur. Il peut y avoir des grèves au pays, il peut y avoir des marches au pays. Ça n'a pas grand effet sur le pouvoir. Mais lorsque quelque chose est fait à Paris, une action est menée à Bruxelles, est menée à Washington, ça a un grand impact. Pour preuve, lorsque une chaîne de télévision française dit quelque chose, mais vous voyez tout de suite là, il y a une levée de bouclier au niveau du pouvoir. Donc, ils sont sensibles à leur image à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, ils s'en foutent. Ils vous disent, les droits de l'homme, ça c'est votre affaire. Nous, on s'en fout. Et quand c'est fait au niveau de l'intérieur. Donc, que la diaspora ne néglige pas cet aspect de ce trait psychologique de notre pouvoir. Et que une action, par exemple, je parlais tantôt en vous disant par exemple que lorsque ces gens-là arrivent ici en France et que les gens viennent manifester devant leur hôtel ou devant l'ambassade ou devant une institution ici, ça a beaucoup d'impact sur le régime. Et il ne faut pas oublier que les Français ou les Européens sont beaucoup attachés à leur image à l'extérieur, à travers les multinationales. Parce que ce que fait Total, ce que fait Veolia, ce que fait BNP chez nous, ils sont très sensibles à cela, que ce que fait notre gouvernement. Donc, c'est un axe, c'est un boulevard qui est donné à la diaspora et qu'ils peuvent se battre là-dessus pour faire entendre la voix des Gabonais. Et j'insiste encore sur l'expertise des Gabonais. Vous savez que on ne peut pas tout faire. Ceux qui sentent qu'ils ont des capacités dans la communication doivent essayer de faire la communication. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire dans la levée de fonds, ils peuvent aller dans la levée de fonds. Parce que je sais par exemple dans la diaspora, il y a ceux qui veulent contribuer financièrement. Mais ils ne savent pas comment le faire. Il y a ceux qui peuvent contribuer, mais ce n'est pas de l'argent. Si quelqu'un veut donner 1 euro, il ne va pas aller faire un mandat ou
un Western Union pour 1 euro de fonds. Donc il faudrait qu'au sein de chaque organisation, par exemple, il y ait un système de collecte. Et après avoir collecté, par exemple, ce soutien-là, il revient aux responsables de l'association de faire parvenir ça au Gabon. Et il faut reconnaître que nous avons aussi un problème de compte. Parce que ce pouvoir en place ne peut pas ouvrir un compte. Pour la dynamique unitaire, ce n'est pas possible. Des organisations comme la dynamique unitaire ne peuvent pas avoir de compte au Gabon. Donc, il faut trouver d'autres formes pour faire parvenir ce soutien. Et nous sommes des Gabonais. Nous savions comment le faire. Donc, nous avons aussi cette difficulté que les moyens conventionnels qui sont les banques ne sont pas favorables. C'est pas possible. Ne sont pas possibles pour nous. Il faut passer par des parents qui sont au pays. Il faut demander aux parents qui sont au pays, parce que souvent lorsque nous organisons nos AG, nous faisons comme à l'église. Hein, on fait passer par exemple le chapeau ou la corbeille qui passe dans les rangs. On peut remettre quelque chose à un parent qui met cela dans la corbeille. Et je rappelle qu'aucun peuple ne s'est libéré seul. Il y a toujours des aides, il y a toujours des participations à l'effort de ce qui est fait. Donc, nous n'avons pas honte de solliciter ou d'accepter une aide venant de la diaspora. Mais je signale que ce sont les Gabonais. Et je signale que l'aide, je ne vois pas l'aide seulement sur le plan financier. C'est surtout en termes d'idées. En termes d'idées, en termes d'expertise. C'est ça surtout, parce que moi je trouve que lorsqu'il y a les idées, lorsqu'il y a l'expertise, lorsqu'il y a le travail de terrain, les moyens viendront. Et que notre premier moyen, c'est notre solidarité. On dit chez nous, unis, nous vaincrons. Désunis, nous mendions. Alors, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée ici, dont vous aimeriez parler? Ou bien est-ce qu'il y a un appel à lancer à toute la communauté, tous les Gabonais? Oui, c'est dire aux Gabonais, pour parler comme au village, là où nous venons, c'est loin. Là où on s'en va, c'est proche. Et comme on dit chez nous, c'est là où, quand vous êtes proche du village, que souvent la calebasse se casse. Et que nous n'avons pas de problème avec les individus. Nous avons des problèmes avec un système. Parce que nous avons déjà changé dans ce pays des ministres. Nous avons changé des directeurs généraux. Nous avons déjà changé de premier ministre. Il n'y a qu'un seul changement que nous n'avons pas fait dans ce pays. Je dis aux gens que c'est un système qui nous tient. Et notre combat devait être de débouter, de démanteler ce système. Et le gouvernement est en train de nous distraire en pensant que c'est en changeant de gouvernement ou de premier ministre que les choses vont évoluer. Je n'y crois pas. J'ai plus de 20 ans de syndicalisme. Quand je prends le premier cahier de charge que j'ai eu et le cahier de charge qu'on a aujourd'hui, il est identique. On continue à parler des problèmes de poste budgétaire. On continue à parler des problèmes de rappel. On continue à parler des problèmes des salles de classe. On continue à parler des problèmes des tables bancs. On continue à parler des femmes qui accouchent à même le sol. Et pourtant, il y a eu toujours des grèves. Et pourtant, il y a eu toujours des négociations. Et pourtant, il y a eu déjà des commissions. Vous savez, ça veut dire qu'on s'est toujours attaqué aux symptômes. Et on ne s'est jamais attaqué au mal. On s'est toujours occupé des problèmes existentiels des leaders que nous sommes. Mais on ne s'est jamais attaqué aux problèmes dont posent les leaders. Et aujourd'hui, la situation que nous avons est la résultante de toutes ces impostures. Et je pense que l'heure est arrivée de casser le cou à l'imposture et aux imposteurs pour ouvrir des perspectives. Et le Gabon aujourd'hui a un besoin. Les Gabonais veulent qu'on passe à autre chose. Et il revient aux leaders politiques d'être capables de porter
cet espoir des Gabonais, pour transformer cet espoir en réalité. Et cela, ça passe par des exemples. Les aînés aujourd'hui ont un devoir d'exemplarité. Ils doivent être des repères, ils doivent être des balises pour le combat que nous sommes en train de mener. Et que le Gabon, c'est 9 provinces. Ce n'est pas seulement Libreville. Et que nous devons nous déployer dans chaque province, dans chaque département, dans chaque village, dans chaque famille, pour dire Gabonaise, Gabonais, lève-toi et marche. C'est cet appel que je lance aux Gabonais. Et dire à mes camarades syndicalistes de ne pas baisser les bras. La victoire est proche. Et comme disait Bertolt Brecht, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc, j'en appelle toujours à la mobilisation. À la mobilisation. Donc, chers compatriotes, je vous remercie et à la prochaine. Merci, Monsieur Libama. Nous sommes contents de vous avoir reçu aujourd'hui. Oui, j'ai dit surtout à mes camarades, à mes compatriotes de Bruxelles, que le temps ne m'a pas permis d'organiser une grande conférence, mais je suis venu préparer le terrain pour une prochaine rencontre que nous aurons. Et je dis après Bruxelles, je crois que je serai aux États-Unis. J'ai pour mission aussi d'expliquer à nos compatriotes ce qui se passe réellement dans notre pays. Et nous n'avons pas la solution, nous, pour notre pays. C'est ensemble que nous allons trouver la solution à notre pays. Et c'est une façon pour moi aussi de venir prendre vos propositions, vos pistes de sortie des crises. Et je crois que je repars au Gabon riche et je me ferai le devoir d'être votre fidèle interprète auprès du bureau national de la dynamique citoyenne, la dynamique unitaire qui est aujourd'hui la locomotive de la contestation au Gabon. Merci beaucoup, M. Libama.